On va parler des avions maintenant, on va parler des avions et de cette catastrophe jeudi dernier, ce Boeing 787-8 de la compagnie Air India à destination de Londres qui s'est écrasé, vous savez, peu de temps après son décollage. On a choisi le meilleur expert avec nous, Gérard Felzer, bonjour, merci d'être avec nous. Expert en aéronautique, parce que ce matin j'ai lu beaucoup d'articles, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en train de sortir autour de ce crash, et il y en a certains qui m'ont glacé. Moi j'adore l'avion, je dois vous avouer que je suis content quand je prends l'avion. Pour moi, c'est déjà les vacances, etc. J'ai vraiment une confiance absolue. Ça dépend où on est assis quand même. Oui, bien sûr, mais bon. Enfin, si vous êtes en business. Ça commence. En fait, Sarah, c'est pas un bon choix du tout là dans cette émission. Bon, en tout cas, pour moi, c'est déjà les vacances. Je pense qu'on part vers une belle destination, donc j'ai confiance. Simplement, j'ai vu que, a priori, l'hypothèse qui est la plus avancée pour ce crash, c'est que les deux moteurs de l'avion seraient tombés en panne en même temps au décollage. Et j'ai toujours lu jusque-là que c'était impossible. Oui, c'est très très rare parce que... oui. Oui. Non, mais même impossible. Les avions sont certifiés pour fonctionner avec un seul moteur en panne. C'est ce qu'on appelle les proving routes. C'est sur l'Atlantique. Alors il faut rejoindre un terrain le plus proche possible parce que on a estimé que ça pouvait jamais tomber en panne et encore moins des deux moteurs. Ça pose problème parce que quelles sont les hypothèses derrière? Alors pourquoi on sait qu'il y a la panne des deux moteurs? C'est que le pilote a lancé un Mayday. Mayday, ça veut dire un message de détresse au contrôle en disant j'ai plus de poussée sur mes moteurs. Et donc ils se sont vus mourir, quoi. C'est quelques secondes juste avant le crash. Mais ça veut dire que c'est comme une voiture qui cale. Ça s'arrête net ? Il y a plusieurs possibilités. Soit le carburant était pas bon. Et ça peut éteindre les deux moteurs. Ça s'est déjà vu, il y a de l'eau, par exemple. J'ai lu cette hypothèse, mais je me suis dit, en fait, ce serait que pour cet avion ? Parce que je suppose que c'est des citernes, des grosses citernes communes pour tout l'aéroport. Oui. Donc ça veut dire que d'autres avions auraient dû être touchés. C'est exact. Donc il y a une hypothèse, une contre-hypothèse. Bravo. Oui. Vous engagez dans l'équipe du bureau enquête analyse. Il y a également une panne d'un moteur et ils auraient peut-être coupé le bon moteur. C'est déjà arrivé. Ouais. Quant à l'ingestion d'oiseaux, qui serait la troisième hypothèse, on n'a pas vu sur les images des oiseaux plus que d'habitude. Donc on est maintenant dans une impasse sur les hypothèses. Alors la boîte noire, ou les boîtes noires ont été retrouvées, donc on va le savoir assez rapidement. Si vraiment il se passe ce phénomène d'extinction des deux moteurs, là ça devient très grave. C'est une première ? C'est presque une première, oui. C'est pas arrivé depuis longtemps, non. Il y a eu l'ingestion d'oiseaux avec Sullenberger dans la baie de Hudson, mais autrement, non, c'est quasiment jamais arrivé, quoi. À part les ingestions d'oiseaux. On en a tous eu dans notre vie de pilote, des ingestions d'oiseaux, mais à ce point-là, c'est quand même rarissime, heureusement. En tous les cas, si c'est une panne mécanique, une panne de logiciel, une panne de pompe hydraulique, parce qu'on a vu, à propos d'hydraulique, on voit sous l'aile de l'avion un petit ventilateur qui se baisse et qui fournit l'énergie électrique et hydraulique. Les moteurs étaient en panne. C'est arrivé sur un avion de Air Transat il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, au milieu de l'Atlantique, il tombe en panne des deux moteurs, bimoteurs. Et il a réussi à planer pendant un quart d'heure. Un avion, ça plane ? Ça plane très bien. Malgré le poids et malgré ce que ça représente. Le rapport avec le poids, c'est la surface des ailes qui compte. C'est en général un avion de ligne, c'est 20 de finesse. 20, ça veut dire quoi ? Si vous êtes à 1000 mètres, vous êtes capable de faire 20 km. Si vous êtes à 10 000 mètres, vous faites 200 km. Donc ça plane très très bien. Et il a sauvé d'ailleurs son avion comme ça, le Canadien. Donc aujourd'hui, on est dans l'interrogation. Est-ce qu'il faut arrêter tous les 787 ? Alors Boeing, il y en a beaucoup, non ? De ça. Il y en a beaucoup en service dans le monde. Il y en a pas mal. Il y en a eu beaucoup de vendus. C'est un très bon avion en plus. Et puis les compagnies aiment bien avoir des origines différentes dans les avions pour pas mettre nos œufs dans le même panier. Mais Gérard Felzer sur Europe 1, autre question, est-ce qu'on peut pas imaginer un suicide du pilote ? C'est-à-dire que le pilote décide, C'était arrivé en 2016, il me semble. Il y a deux pilotes, ou trois, il y a deux pilotes. Est-ce qu'il peut pas se dire, j'ai envie de suicider, de planter l'avion, je coupe tout ? Le scénario de Germanwings, par exemple. Exactement. Oui, on aurait pu l'envisager, mais pas là, parce qu'effectivement, il y a le message de détresse, et je vois pas pourquoi il aurait mis un message de détresse. Ça peut pas être l'autre pilote, puis on voit le message de détresse. C'est 36 secondes après le décollage. C'est Mathias Lebaf, très rapide. Et donc, cette hypothèse-là, on l'a écartée un petit peu aujourd'hui. Il y a
peut-être un problème de logiciel, peut-être un problème également de centrage. C'est pas une raison majeure, mais vous savez, un accident, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Ça peut être ça aussi. Pour les gens qui vont partir en vacances, qui vont prendre l'avion, qui vont se retrouver, parce qu'on le voit sur les billets, désormais l'avion est écrit, ils vont se retrouver avec Boeing 787 Dreamliner. Il faut qu'ils aient peur ? Non. Non, c'est pas statistiquement. Alors évidemment, un accident, c'est un accident de trop, mais statistiquement, il n'a pas plus d'accidents que les autres types d'avions, parce que il y en a encore beaucoup des Boeing en l'air, hein, et pas que des 787. Il y a encore beaucoup d'avions beaucoup plus anciens. Mais on est plus rassuré aujourd'hui quand on prend un Airbus qu'un Boeing, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup d'accidents chez Boeing ces derniers temps. Il y a des incidents. Il y a des accidents aussi. Alors les accidents, si on fait référence au Boeing 737, là il y a eu une erreur qui est impardonnable, hein, c'est-à-dire qu'ils ont voulu rattraper le retard sur Airbus et les financiers en tous les cas ont mis la pression sur les ingénieurs, ce qui a fait faire des impasses. Ça s'est corrigé, il y a eu des mesures de management chez Boeing remarquables, et aujourd'hui on s'est rentré dans l'ordre. Ça leur a coûté très cher, 20 milliards d'euros quand même, mais en tous les cas Trump a sauvé Boeing en lui recommandant des avions de chasse. Mais en tout cas, vous êtes aussi confiant quand vous montez dans un Boeing que quand vous montez dans un Airbus. Oui, moi j'ai fait, sur mes 20 000 heures de vol, 30 ans d'Air France, j'ai fait la moitié sur Boeing, la moitié sur Airbus. Non, c'est à peu près le même taux d'incidents et d'accidents. Mathias Leboeuf, vous aviez une question sur Europe 1. La question, c'est, on a coutume de dire que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que c'est vrai ? Si on compare le nombre d'heures passées ou la distance passée à bord d'un avion et sur un 2 roues motorisé, c'est 400 fois. 400 fois le différentiel. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement solide, extrêmement sérieux. Non, n'ayez pas peur, partez tranquille en avion. Hein. Après, c'est pas le plus écolo. Ouais. Hein. Sarah ? Non, je disais, c'est pas le plus écolo. Mais vous ne prenez pas l'avion, vous ? Non, mais c'est une vraie question. Je vous remercie de la poser parce je reviens du Bourget là, à l'instant, là, parce que je suis président d'Aviation Sans Frontières. On a montré un avion hôpital pour sauver des gens. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a, pour l'anecdote, il y a toute la partie israélienne qui est cachée, qui est interdit de montrer comme avec des bâchements. Et alors que la France est le 4e exportateur mondial de machines de guerre. Mais ça, c'est une parenthèse. En tous les cas, on attend l'avion du futur. L'avion du futur, c'est un avion silencieux, donc peut-être décollage vertical avec des rotors, un avion qui n'émet pas ou peu, avec le Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire du kérosène de synthèse, qui émet que de l'eau derrière, ou hydrogène. Et c'est pas encore là, parce qu'il y a un money cash, si j'ose exprimer ainsi. On vend énormément d'Airbus. Il y a Vietjet qui vient d'en commander 100 aujourd'hui. On préfère alimenter les actionnaires, si j'ose dire. Et alors qu'il faudrait accélérer la recherche et le développement, puisqu'on a promis que pour 2050, on serait zéro carbone ou un équilibre carbone. À mon avis, c'est mal parti. 5 milliards de passagers cette année, peut-être beaucoup plus l'an prochain. Ah oui, en fait, c'est remonté. Après le Covid, ça avait énormément baissé le trafic aérien. Il est énormément remonté. Gérard Felzer, je crois qu'un jour, il y a un passager qui est rentré dans votre cockpit. Oui. C'est ça ? Racontez-moi l'anecdote, parce que c'est intéressant. Alors, c'est des choses qu'on croit improbables. Je faisais un Paris-Dakar, et puis on me signale un passager un peu nerveux. Alors, je leur dis, écoutez, mettez-le au dernier rang, surveillez-le. Et pendant le service du déjeuner, il a fait de toilette en toilette. Il est arrivé dans le cockpit, il a profité que la porte était ouverte parce qu'on nous servait à manger. Il s'est précipité sur mes 4 moteurs, c'est un Airbus 340, et il a coupé les moteurs. Un avion il a réussi à couper les 4 moteurs. Oui. Mais il savait ? Parce que moi, je rentre dans un cockpit, je ne sais pas où c'est. Non, manifestement, il ne savait pas trop. Alors, ça s'est bagarré beaucoup à bord. Il y a eu un vent, pas de panique, mais quand même de tension de l'équipage qui était assez fort. Il a réussi à couper les 4. Il a réussi à mettre les manettes à zéro, c'est-à-dire couper, quasiment. Et l'avion, il fait quoi à ce moment-là ? Il plane. D'accord. On s'en rend compte quand on est passager ? Non, pas trop. Et il a donné quoi comme motif en fait, il allait se faire soigner par la médecine traditionnelle. Il était un petit peu perturbé. Oui, il en avait besoin. Donc, il avait peur de prendre l'avion. Et l'escale à Roissy, parce qu'il venait en plus de l'Arabie Saoudite, donc c'était un peu tendu. On ne savait pas, après tout, s'il n'y avait pas une bombe à bord, etc. Et donc, c'était tendu. Il y avait Nicolas Hulot qui était avec moi dans le cockpit par hasard. Ouais. On avait traversé l'Atlantique en ballon à pédale tous les deux. Ça crée des liens. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, finalement, ça s'est bagarré tellement qu'il en est mort, le pauvre. Donc, il est mort dans le cockpit.
Ça a été terrible. J'ai dérouté sur Bordeaux, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. J'ai appelé un médecin dans la cabine, il y a toujours un médecin à bord. Il a fait une piqûre, à mon avis, un peu forte. Et voilà, et pauvre malheureux. C'est votre pire souvenir, ça? Ah oui, c'est le pire. Indéniable. J'avais fait un discours sur la vie, la mort, ce qu'on était, un peu philosophique à mes passagers. Heureusement que je suis resté avec eux. Paris me disait, vous n'êtes plus en état de continuer, on va vous remplacer. Je dis non, moi, je suis pas Saint-Exupéry, mais je suis mon équipage quand même. Et on a bien fait. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée à Dakar, il y avait marqué, ils ont tué notre frère, etc. etc. Ah oui. Oui, c'était un peu chaud. Et d'ailleurs, j'étais dans la cabine, j'étais en uniforme, il y a un passager qui m'a pris par le col, il m'a dit, t'as tué mon frère. Je dis, ah bon, mais c'est ton frère? Il me dit, non, c'est pareil. Je dis, ben moi aussi, c'est mon frère, quoi. Ouais. Donc on est parti comme ça, et les passagers sont venus m'embrasser en partant. Il y a de quoi, donc, vous les avez sauvés quand même. Hein. Voilà, c'était un petit peu particulier, on va dire, comme film, mais ça a servi aussi aux autres pilotes. On n'avait pas des moyens de contention, par exemple, pas de manette. C'était très difficile d'imaginer, d'immobiliser. C'est en quelle année, ça? Il y a une dizaine d'années. Ouais. Ah oui, c'est pas très vieux quand même. Non, pas très vieux. Bon, on a corrigé, on apprend à chaque fois qu'il y a un incident. Autre question quand même, parce que dans cette histoire, et pourquoi on en parle aujourd'hui sur Europe 1, c'est parce que cette histoire de crash, il y a un deuxième élément, moi, qui m'intrigue énormément, c'est la place du passager qui a été sauvé. Il s'appelle Vishwash Kumar, et en fait, il était à la place 11A dans l'avion. Et il se trouve qu'il y a un acteur thaïlandais qui a eu un crash également, qui a été victime d'un crash, qui s'appelle James Wangzat. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès avec les noms, mais en tout cas, ça m'arrange pas. Lo Shuzak. Il était au 11A dans un autre avion, dans un autre appareil quand ça s'est crashé. Les deux seuls qui ont été sauvés à chaque fois, ils étaient au 11A. Et c'est la place que je veux, moi, la prochaine fois. J'ai eu la même réflexion. En fait, il faut choisir l'issue de secours. C'est parce que c'est la place de l'issue de secours. Donc, elle s'est ouverte. Peut-être à cause de la déflagration, ou il l'a ouvert, je ne sais pas encore. En tous les cas, il a pu s'échapper par là, ce qui est vraiment miraculeux. Comme quoi, il y a toujours un miracle dans un grand malheur. Il y a la jeune fille passagère sur Moroni Yemenia Airlines. Qui a changé son vol au dernier moment. Elle est restée 24 heures. Mais ce qui est étonnant, c'est que 11A, c'est à l'avant. Oui. Alors mais je croyais qu'il fallait se mettre à l'arrière de l'avion pour être sauvé. Là aussi, j'ai fait des statistiques, j'ai regardé, il n'y a pas plus d'accidents quand on est derrière que devant. Oui, mais l'avion, il pique. Donc c'est d'abord... Il peut taper de la queue. S'il est bien cabré, par exemple, c'est arrivé. Sarah, un commentaire? Non? Non, mais l'écho, c'est à la fin, elle a pas suivi, c'est pas grave. Non, parce qu'on nous expliquait que vous tapez par la queue. Oui, j'ai compris, merci. Mais il aurait mieux fallu lancer Fabien Lecoeuvre. Non, comme je pense. Souvent, on me téléphone, les familles me téléphonent en me disant, ils me posent deux questions qui sont dérangeantes. C'est, est-ce que ça aurait pu être évité? Alors, si c'est oui, ça c'est impardonnable, ça veut dire des procès derrière, etc. Et si c'est non, c'est la fatalité et on l'accepte pas non plus. Mais donc, vous nous conseillez d'être où dans l'avion, pour être très clair? Où est-ce qu'il faut se mettre dans l'avion? Eh bien, au milieu de la cabine, on est au niveau des réservoirs, donc c'est pas terrible. À l'arrière, c'est pas mal, mais à l'avant aussi. Donc, tout est bien. Avant ou arrière, mais pas au milieu. Oui, il vaut mieux. Oui, vaut mieux, parce que en général, s'il y a un crash, les ailes se cassent et le carburant s'enflamme aussitôt. Ça fait rêver tout ça, c'est génial. Mais là, le survivant, il a sauté, c'est ça, avant le crash, il a sauté. La porte de secours, l'issue de secours s'est ouverte et il a sauté. Donc mais pas avant. Il vaut mieux être près de la porte, quoi. D'ailleurs, vous n'en êtes pas très loin, je vous le confirme. Merci Gérard Felder, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, expert en aéronautique.